bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cet atelier qui va traiter des outils de la transition énergie-climat. Alors je suis Quentin Guignard, donc chargé de méthodologie à l'association Bilan Carbone, et j'ai le plaisir d'animer cet atelier, donc réalisé en collaboration avec l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Avec moi ce soir, j'ai donc Idriss Katrada, Rémi Marcus, Charles-Adrien Louis et Olivier Derceville, qui sont tous administrateurs d'une ou l'autre de ces associations. Et surtout, qui sont tous experts en matière de transition énergie-climat. Alors, les différents temps de la présentation, d'abord, un rapide retour sur qu'est-ce que l'ABC, qu'est-ce que la PCC, puis j'essaierai d'introduire la notion de transition énergie-climat à travers un panorama des principaux outils, ou en tout cas les plus connus, que vous pourrez trouver sur le marché. Puis on parlera des innovations, finalement, qu'est-ce qu'il est important de retenir de l'année passée ou de l'année qui vient, et on se gardera un temps d'échange avec vous si vous avez des questions, et je suis sûr que vous en aurez. Alors, l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, APCC, donc a été créée en 2010 afin d'accompagner les consultants en environnement et leurs clients, que ce soit à travers l'échange de bonnes pratiques ou la publication d'avis d'experts. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver sur le stand P. Quant à l'association Bilan Carbone, elle a été créée en 2011, alors que l'ADEME finalement se séparait du bilan carbone, et c'est nous qui avons repris cette méthodologie et qui la développons aujourd'hui avec plein d'autres éléments de la transition énergie-climat que nous promouvons. Vous pourrez nous retrouver sur le stand 40. Alors, j'aimerais entamer cet atelier par un rapide tour d'horizon des moteurs de la transition énergie-climat. Donc, les slides que vous allez voir sont schématique, vous allez vous rendre compte vous-même, et elle se contente de modéliser pour une meilleure compréhension une réalité qui parfois est très complexe. Alors la transition, ça commence par la recherche scientifique, grâce à laquelle sont bâtis des scénarios, par exemple les fameux scénarios du GIEC, et des éléments de base, des principaux outils que nous utilisons. Cette information, elle est ensuite utilisée pour la comptabilité carbone, typiquement dans des normes telles que la norme ISO, dans des méthodologies telles que celles proposées par le GHG protocole ou dans la méthodologie bilan carbone, qui permettent un reporting, c'est-à-dire la communication aux parties prenantes d'une information fiable et standardisée. D'autres outils tels que le Deep Decarbonization Pathway ou le Science Based Target évaluent un positionnement d'une organisation vis-à-vis de trajectoires de transition. Alors ce reporting et les plans territoriaux, en l'occurrence, permettent de répondre à différents enjeux, en particulier des enjeux financiers, des enjeux de réputation, des enjeux réglementaires, etc. Que ce soit à l'échelle des organisations ou des territoires. Et ces organisations et ces territoires vont bâtir des plans d'action qui vont ainsi constituer leur stratégie de transition. Plans d'action qui, nous l'espérons, vont agir sur le climat et fermer la boucle. Pour simplifier, on vous propose un panorama ici des outils, principaux outils, qui répondent à différents objectifs. Comme vous pouvez le voir, on en a identifié 4 principaux, qui sont un objectif de réglementation, un objectif de communication aux investisseurs, un objectif de communication aux autres parties prenantes, et enfin un objectif sur le long terme d'analyse stratégique de son organisation. Les outils seront répartis selon ce qu'ils permettent de faire. Est-ce qu'ils permettent d'évaluer mon impact ou est-ce qu'ils permettent d'agir à court, moyen ou long terme? Dans un premier temps, je vous présente ici 5 outils qui permettent d'évaluer son impact. Ça va être le bilan réglementaire, donc la méthodologie proposée par le gouvernement. Pour répondre aux demandes des investisseurs, vous avez le CDP, vous avez l'ISO 14064, qui est une norme de la même manière que le GRI 305, qui sont des normes. Et enfin, vous avez le GHG protocole, qui est, on va dire, une méthode de comptabilité internationale sur la question des gaz à effet de serre. Pour aller un petit peu plus loin, évidemment, je vais vous parler du bilan carbone, qui permet non seulement d'évaluer son impact, mais aussi de construire ses actions à court ou moyen long terme, que ce soit vis-à-vis de ses parties prenantes, mais aussi vis-à-vis de l'analyse stratégique de sa propre structure. À côté de ce bilan carbone, on trouve le Science Based Target, ou une méthode créée par l'ADEME de quantification des émissions associées aux actions. Et enfin, 2 méthodes qui vous permettent d'aller sur vos actions et de construire votre stratégie. ACT, qui est une nouvelle méthode élaborée par l'ADEME, dont nous allons reparler très bientôt, qui vous permettra de construire vos actions pour être sûr
d'être sur une bonne trajectoire vis-à-vis d'un monde bas carbone en 2050. Et vous avez donc le système de management des gaz à effet de serre, SMGES, proposé par notre association, qui s'assure d'une continuité de vos actions sur le long terme. Alors, je voudrais maintenant passer la parole à nos experts, puisque tous ces outils, toutes ces démarches évoluent, certains évoluent très vite, et nous avions envie de vous présenter 4 démarches qui ont soit évolué récemment, soit qui vont évoluer. En particulier, je vais laisser du coup la parole à Idis Katrada, donc directeur du Nova Ciré et administrateur de l'ABC, pour nous parler un petit peu de la norme ISO 14064-1 qui est actuellement en cours de révision. Idriss Katrada, quels sont les principaux changements à attendre sur cette norme? Merci Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, les normes qui existent aujourd'hui en matière de gaz à effet de serre, de quantification de gaz à effet de serre, sont relativement anciennes. Elles ont été publiées il y a environ maintenant 11-12 ans, puisque c'était en 2006. Et donc, les normes ISO ont vocation à être actualisées à une certaine fréquence, et il se trouve que là, il y a une révision qui a été engagée maintenant il y a 3 ans, et on a les principales normes en matière de quantification qui sont en cours de révision. Alors ça peut être à l'échelle d'une organisation, donc Quentin a cité la norme 1464 partie 1. Ça peut être également à l'échelle d'un projet. Lorsqu'on parle par exemple de projets de développement avec la possibilité de faire une compensation, très souvent en fait ces normes sont adossées, ces évaluations sont adossées à cette norme de quantification des projets. Et puis on peut avoir aussi des échelles qui vont être un peu différentes, comme celle des produits. Et donc il y a par exemple la 1467 qui, elle, concerne plus particulièrement les produits. Bon, je n'irai pas plus loin, mais sachez qu'il y a d'autres normes qui existent aussi sur la partie vérification après de l'ensemble de ces quantifications. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer en fait de ce qui est quantifié et attesté derrière et présente un gage de fiabilité suffisant. Et puis il peut y avoir aussi des normes d'adaptation, et ça plus particulièrement dans le contexte COP 21, puisque les travaux à l'ISO depuis 2015 ont étendu leur champ d'application au-delà de la partie dite atténuation du changement climatique, pour maintenant traiter aussi les parties d'adaptation au changement climatique. Donc on voit venir maintenant des normes qui vont aussi traiter les questions d'adaptation. Alors ce que je voulais effectivement proposer, c'était de vous mettre en avant quelques points qui sont très importants dans la nouvelle version de la 14 partie 1, puisque c'est une norme qui vise à évaluer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'une organisation. Et j'en citerai 2 principaux de changements, et puis un troisième qui est plutôt en ordre de perspective. Le premier, c'est que on a connu pendant plus d'une décennie la notion de périmètre. En anglais, on parle de scope. Et cette notion-là va probablement s'effacer dans la nouvelle version de la norme. Et donc on parlera simplement d'émissions directes ou d'émissions indirectes. Donc la notion de scope 1, pour ceux qui la connaissent, scope 2, scope 3, probablement aura tendance à s'effacer. Donc ça c'est une évolution, on va dire, dans la terminologie utilisée. Et puis il y a une évolution qui est un peu plus profonde, qui présente vraiment des enjeux qui sont extrêmement lourds et importants. C'est la notion de prise en compte des émissions dites significatives, c'est-à-dire que dans l'identification du périmètre, on n'aura plus à traiter la question principalement des émissions directes et une partie des émissions directes, mais on devra plutôt essayer de se poser la question de savoir mais où sont les émissions significatives, et à partir de là, on se posera la question de savoir si ce sont des émissions dites directes ou indirectes. Ça va influer de manière probablement assez importante sur l'ensemble des pratiques. Alors en France, on va dire qu'il y a plutôt une avance sur le sujet, et Adrien lui pourra l'expliquer par la suite. Donc la France a un temps d'avance sur ce sujet, mais à l'échelle internationale, c'est vraiment un niveau d'ambition qui est beaucoup plus élevé, puisque pour vous donner un exemple, lorsqu'on prend une voiture, en gros, on a à peu près 10% des émissions qui sont réalisées au moment de la fabrication sur un site industriel.
On a après des pièces qui vont venir de la partie amont, et puis on va voir l'utilisation de la voiture. Et en fait, la quasi-totalité des émissions, enfin une grande partie, on va dire, la majorité des émissions ont lieu au moment de l'utilisation de la voiture, puisque on va utiliser du carburant et qui va générer des émissions de CO2. Donc le fait de traiter les émissions dites significatives en ce qui concerne l'organisation, ça va déplacer le curseur sur là immédiatement plutôt la phase d'utilisation du produit, et donc l'évaluation des émissions associées à l'organisation ne va plus porter que sur le périmètre du bâtiment ou du site industriel, mais ça va porter aussi sur la partie utilisation. Voilà, donc ça c'est vraiment une évolution très importante. Et enfin, en termes de perspective, ça veut dire que on va probablement aller vers des sujets qui vont être beaucoup plus lourds à traiter, c'est-à-dire revoir la conception des produits pour qu'on soit dans des ruptures qui soient très significatives. Et donc il y a un niveau d'ambition qui est porté par cette nouvelle série de normes qui est sans doute beaucoup plus important que par le passé, et c'est à minima d'ailleurs ce qu'il faudra, puisque les objectifs fixés par l'accord de Paris sont extrêmement ambitieux, et je pense que les témoignages qui vont intervenir pourront le compléter. Effectivement, c'est la nécessité d'être extrêmement ambitieux sur ces sujets. Bien sûr, je pourrais répondre à d'éventuelles questions tout à l'heure. Merci. Merci Idriss pour cette présentation. Pour rappel, l'association Bilan Carbone a publié l'année dernière un argumentaire sur le scope 3 qui reprend des données très largement connues et très largement publiées, qui explique que la majorité des émissions sont sur ce fameux scope 3. Donc on se réjouit évidemment de la direction que prend la norme ISO. Charles-Adrien Louis, vous êtes cofondateur de BL Evolution et président de la PCC. Et j'aimerais vous demander une petite piqûre de rappel sur la réglementation française qui a évolué récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Oui, alors effectivement, la réglementation en matière de calcul des émissions de gaz à effet de serre et de reporting a évolué avec la loi sur la transition énergétique. Comme l'a dit Idriss tout à l'heure, elle essaye d'être presque en avance, mais en tout cas d'être corrélée avec les évolutions de la norme ISO qui arrive. Donc, pour rappeler ce qui a évolué depuis la loi sur la transition énergétique, on a essentiellement 3 niveaux. Le premier, c'est sur le bilan GES réglementaire, donc le BGS, pour lequel toute entreprise de plus de 500 personnes, ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics, doivent réaliser un reporting à une fréquence donnée. Donc, on a eu plusieurs évolutions. La première, c'est sur la fréquence, qui est passée à 4 ans. 4 ans pour se caler sur l'audit énergétique, qui est aussi à une fréquence et une régularité de 4 ans. La deuxième évolution, c'est sur l'obligation de publication de son bilan, enfin de la synthèse de son bilan de gaz à effet de serre, donc sur un site dédié géré par l'ADEME, bilan-ges.ademe.fr. Il faut noter qu'à ce jour, donc ça fait depuis 1 an qu'on a cette obligation, seul un petit millier d'obligés, soit à peu près 20% des personnes, ont mis à disposition leur reporting sur cette plateforme. Et donc, ça nous conduit sur l'autre évolution apportée par la loi sur la transition énergétique, c'est que dorénavant, toute personne qui ne répond pas à cette obligation s'expose à une amende de 1 500 € qui peut être prise pour toutes les personnes qui n'ont pas fait leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Il est toujours, d'un point de vue réglementaire, restreint au scope 1 et 2, donc aux émissions directes et émissions indirectes liées à l'énergie. Évidemment, le législateur recommande que les émissions indirectes soient prises en compte, mais jusqu'à présent, elles ne sont pas obligées dans cet exercice-là. En revanche, le deuxième champ qui concerne les entreprises, c'est le reporting RSE, qui, lui, voit avec la loi sur la transition énergétique son champ de reporting climat s'élargir aux émissions significatives. Donc, là, on voit que le législateur anticipe les évolutions de la norme ISO 14064 pour demander aux entreprises donc de faire un reporting sur leurs émissions directes, indirectes liées à l'énergie, mais aussi sur les postes significatifs de l'ensemble des émissions indirectes
Et cela concerne, comme le disait Idriss, ça peut cerner également tout ce qui est lié aux émissions dans l'usage des produits. Si on reprend les véhicules, tout ce qui va être lié aux véhicules sur sa durée de vie, et donc les émissions liées au carburant. Le législateur donne des recommandations pour définir ces postes significatifs. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui est en train d'être fait, qui n'est pas abouti au niveau normatif. Néanmoins, des guides, des recommandations voient le jour et proposent de s'appuyer justement sur les évolutions pressenties dans le cadre de la norme ISO 1464 et de s'appuyer éventuellement aussi sur les directives de l'ADEME qui avait fait un travail sur ce sujet auparavant. Le troisième point donc réglementaire sur les émissions et sur le climat concerne les investisseurs pour le coup, et donc c'est un autre levier qui est enclenché par le législateur pour inciter les entreprises, et donc là on passe par le biais des donneurs d'ordre et des financeurs à réduire l'empreinte carbone des entreprises françaises. Donc pour les plus gros investisseurs, on a avec l'article 173 donc de la loi sur la transition énergétique l'obligation pour eux de définir une politique climatique, et donc de définir comment est-ce qu'ils envisagent de désinvestir des secteurs les plus émissifs en gaz à effet de serre. L'obligation de déterminer donc des objectifs de réduction, de mesurer, de quantifier les émissions de gaz à effet de serre de leur portefeuille, y compris sur les les émissions indirectes significatives, et enfin de déterminer des indicateurs pour pouvoir piloter cette réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà pour un petit panorama de ce qui a évolué au niveau réglementaire dans les derniers mois et les dernières années, en particulier avec l'introduction de la loi sur la transition énergétique. Merci Charles-Adrien. J'aimerais maintenant qu'on discute un petit peu d'une méthode qui est en cours de création par l'ADEME et le CDP. C'est une méthodologie qui vise à placer une organisation, en particulier une entreprise, par rapport à son secteur d'activité vis-à-vis d'une trajectoire de transition 2 degrés. Rémi Marcus, vous êtes cofondateur d'Eco2 Initiative et vice-président de l'ABC pour le compte de la PCC. Où est-ce qu'on en est exactement de cette nouvelle méthode ? Alors, où est-ce qu'on en est ? Tout d'abord, quelques éléments de présentation de la méthode. ACT, c'est une méthode qui a été imaginée par l'ADEME il y a quelques années de cela. D'ailleurs, c'est notable qu'une agence publique française soit de cette manière à la pointe de l'innovation. Je tiens à le souligner, ça rejoint directement la remarque d'Idriss sur l'avance française en la matière. ACT a été imaginé par l'ADEME, qui s'est associé avec le CDP très tôt dans le processus de création de la méthode pour donner à cette méthode immédiatement une envergure internationale, et c'est ce qu'elle a fait l'année dernière en menant une expérimentation à l'échelle internationale avec de grandes entreprises. Avant de vous présenter un petit peu le déroulement des choses, je vous explique le principe de la méthode. ACT, en fait, ça n'est pas une méthode qui consiste à accompagner le progrès des entreprises, c'est une méthode qui consiste à évaluer la stratégie des entreprises vis-à-vis des enjeux du changement climatique. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, c'est une méthode qui est directement issue de la dynamique de la COP21. En l'occurrence, depuis la COP21, vous avez la SBT Initiative, donc Science Based Target Initiative, qui permet aujourd'hui, pour la plupart des secteurs d'activité, et pour une entreprise dans ce secteur d'activité, de dessiner schématiquement la trajectoire de son intensité carbone entre aujourd'hui et l'année 2050, la trajectoire souhaitable de son intensité carbone, pour qu'elle contribue à la hauteur suffisante à la transition énergie-climat de notre société globalement. Donc ACT repose sur la possibilité de dessiner cette courbe, et en fait le principe d'ACT, c'est de positionner votre entreprise par rapport à sa courbe souhaitable d'ici à 2050. Comment est-ce que ça se passe ? Vous êtes une entreprise dont on va évaluer justement la trajectoire par rapport à une trajectoire souhaitable de degrés. Vous allez recevoir un questionnaire qui est tout à fait, pour ceux qui le connaissent, dans la forme comparable au questionnaire du CDP, et qui porte sur beaucoup de sujets qui sont les mêmes. Et en l'occurrence, le questionnaire va aborder tous les sujets qui structurent votre transition vis-à-vis de la perspective 2050. En l'occurrence, je peux citer de mémoire le sujet de l'évolution de votre modèle économique, le sujet des cibles de réduction des émissions que vous vous fixez, le sujet de vos émissions gaz à effet de serre passées, présentes, le sujet de votre plan de transition opérationnel directement,
vos investissements matériels et vos investissements aussi en recherche et développement sur le sujet des technologies vertes. Et j'en oublie. En fait, une vingtaine d'indicateurs, un nombre un peu plus élevé de questions qui permettent d'évaluer votre entreprise vis-à-vis d'une vingtaine d'indicateurs qui, selon donc une méthodologie structurée avec un barème précis, vont permettre de noter votre entreprise quant à son l'alignement de sa trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre prévisible par rapport à sa trajectoire souhaitable. Donc ça, c'est le principe de ACT. Cette méthode, elle est sectorielle puisque la Science-Based Target permet de dessiner la trajectoire des émissions souhaitables d'une entreprise par rapport à un objectif de degré secteur par secteur. Et aujourd'hui, la méthode ACT, elle a été développée pour 3 secteurs en particulier: la distribution, les utilités de l'énergie, l'utilité énergétique, et la construction automobile. Et c'est sur ces 3 secteurs-là qu'une expérimentation a eu lieu l'année dernière. Donc, elle a été menée par l'ADEME et le CDP avec d'autres partenaires, et elle a concerné des entreprises aussi importantes que Honda, Toyota, E.ON, Walmart, etc., qui sont dans les secteurs que j'ai cités. Et puis pour la France, PSA, Renault, de mémoire Carrefour, EDF, Engie, etc. Donc, ils sont tous prêtés au jeu. Et avec un retour d'expérience qui a été très positif et qui permet aujourd'hui d'envisager d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, on entre dans une deuxième phase du projet de déploiement de ACT et de développement de ACT. Donc pour ce qui va se passer à court terme, c'est-à-dire cette année, ça va se passer au moins en partie en France. C'est-à-dire que l'ADEME a décidé de mettre en place une expérimentation en France sur les PME qui va se passer pendant le courant d'année 2017. Donc les 5 secteurs d'activité concernés sont les 3 précédents, donc la distribution, les utilités de l'énergie, la construction automobile, auxquelles on peut en ajouter 2, en l'occurrence la construction et les industries agroalimentaires. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'appel à manifestation d'intérêt vient d'être diffusé par l'ADEME, qui nous demande de le relayer. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez, vous recevrez probablement un mail qui vous invite à candidater pour cette expérimentation, si vous êtes une entreprise potentiellement concernée. Cette expérimentation, elle va voir en particulier, parce que tout ça se fait, c'est une expérimentation qui permet aussi le développement, elle va donner aussi lieu à l'adaptation de la méthode aux PME, pour l'instant elle a été développée pour les grandes entreprises, et elle va donner aussi lieu au développement des méthodes sectorielles sur les 2 secteurs qui ne sont pas encore complètement matures, c'est-à-dire la construction et les industries agroalimentaires. Voilà, pour terminer, pour conclure, un mot sur les perspectives et sur l'intérêt d'ACT. Alors, pour ceux qui ont participé à la conférence sur Reporting Climat qui était juste avant, je pense que vous y voyez une résonance très forte avec les recommandations du TCFD. Et de fait, il y a une convergence très forte. La différence majeure est que l'entrée TCFD, c'est une entrée risque, alors qu'ici, on est sur une entrée responsabilité et business. Dans ce cas aussi, il s'agit de répondre aux investisseurs et il s'agit de rendre l'information la plus digeste et la plus accessible aux investisseurs. C'est une méthode qui va permettre aussi de parler directement aux parties prenantes. Elle a un intérêt, une valeur ajoutée très importante pour l'entreprise elle-même, qui peut en faire un outil de progrès, dans la mesure où non seulement elle lui donne finalement un référentiel de progrès pour voir non plus à court moyen terme, mais à très long terme, comment elle peut prévoir puis mettre en œuvre sa transition énergie-climat, voilà. Et puis, je crois que ce qui est vraiment important, c'est que là, on replace vraiment l'entreprise vis-à-vis de l'objectif global de limite du changement climatique à 2 degrés, ce qui pour l'instant n'était pas accessible pour une entreprise. Et du point de vue de la résonance en interne de l'enjeu de responsabilité, ça donne une teinte particulière et en l'occurrence, ça donne plus de visibilité à l'entreprise sur ce qu'elle peut faire pour contribuer à l'effort global. Merci Rémi. Le bilan carbone fait lui aussi peau neuve avec une version 8 qui est aussi consultable en ce moment sur notre site internet. Donc si vous avez envie d'y jeter un œil, vous pouvez. Olivier Verseville, vous êtes consultant chez Valor Consultant et vous avez participé très activement toute l'année dernière à cette nouvelle version. Qu'y a-t-il finalement de nouveau ? Oui, bonjour Quentin, merci. Bonjour à tous. En fait, effectivement, je vais vous parler de la vraie nouveauté qu'on voulait vous présenter ce soir, c'est-à-dire la nouvelle version du bilan carbone, la version bilan carbone V8. Et je m'excuse, je serai pas forcément tout le temps objectif, mais je suis un fan de cette version que je pratique depuis très longtemps et que j'espère vous convaincre de pratiquer vous-même si vous ne le faites pas déjà.
Alors pour vous expliquer la V8, je crois que le mieux c'est de prendre une comparaison avec un véhicule et le V8. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle, mais vous comprendrez que le V8 c'est un gros moteur en fait de voiture. Je sais pas si ça parle à beaucoup de gens, mais je vois des femmes qui disent oui le V8 c'est un gros moteur en fait. Donc on vous a mis dans le bilan carbone un gros moteur et je vais vous parler donc du travail qui a été fait par un groupe d'experts pour travailler sur le moteur de la V8, la BCV8, sur la carrosserie de la BCV8 et sur les nouveaux trucs sur lesquels on travaille aussi dans les voitures modernes aussi, c'est ce qu'on appelle la connectique, comment elle connecte la voiture avec tous les indicateurs qu'il y a à l'extérieur. Alors, on commence par le moteur. Le moteur, c'est toujours le même. Hein. Le moteur, c'est ce tableur que certains d'entre vous connaissent bien, ce gros tableur. Hein. On a toujours les mêmes consignes de mise en route. Hein. On le démarre avec un porteur de projet. On regarde les objectifs qu'on veut atteindre. On regarde on définit les périmètres. On fait des calculs d'émissions, et puis on a un résultat d'émissions carbonées. Donc ça, ce moteur, vous le connaissez, il a été amélioré, il a été peaufiné, on a mis des nouveaux facteurs d'émissions, on a regardé les facteurs d'émissions et on a pris ceux de la base carbone de l'ADEME, donc des facteurs d'émissions rénovés, et puis on a affiné le moteur aussi au niveau de tout ce qui est les incertitudes. Les incertitudes sont plus faibles qu'avant, c'est mieux réglé. On vous fait aussi part d'un calcul des émissions évitées de carbone, et puis on vous confie une cartographie des bilans, des circuits matières et des circuits énergie de l'entreprise. Donc voilà, le moteur revu et corrigé, gonflé. Ensuite, on a travaillé sur la carrosserie. La carrosserie, pour qu'elle soit belle et pour qu'elle plaise à la fois en interne et puis à votre externe, c'est-à-dire les parties prenantes, qu'elle soit une belle carrosserie. On avait tendance tous, quand on faisait des bilans carbone, pour ceux qui en faisaient, à avoir un peu sa carrosserie personnelle. Et ben là, on vous dote d'une vraie carrosserie avec à la fois un rapport d'émission, hein, comme c'était déjà le cas, mais en plus, on vous emmène vers une dimension nouvelle. On vous emmène plus loin avec la carrosserie vers la dimension stratégique. La stratégie, comment intégrer la stratégie dimension durable à son entreprise, à la stratégie de son entreprise. Et en fait, c'est vrai que on ne fait pas une stratégie de développement durable indépendamment du reste de l'entreprise, mais on intègre, grâce à ça, la stratégie du développement durable dans la stratégie de l'entreprise et on lui permet d'aller plus loin. Alors cette carrosserie, outre ce rapport donc individuel obligatoire, on a le rapport stratégique. On a avec ce rapport stratégique un plan d'action qui vous conduit vers des actions rapides, immédiates, peu chères, faciles, et puis toute une dimension plus lointaine, plus demandeuse de réflexion, plus demandeuse de projets, plus demandeuse d'études, pour pouvoir aller plus loin et se placer sur la trajectoire dont parlaient Rémi et Idriss, sur la trajectoire 2 degrés. On vous équipe aussi, alors il y a tous les petits boutons dans la carrosserie, dans le tableau de bord, avec des indicateurs qui vous permettent de faire des comparaisons d'une année sur l'autre. On vous équipe avec des indicateurs qui vous permettent aussi de voir ce qui va se passer si les conditions changent au niveau économique, si les conditions de prix du pétrole, de taux de change. Éventuellement, on en parle de temps en temps, que des taxes carbone puissent se mettre en place. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Comment mon entreprise va réagir? Donc, les petits boutons vous permettront directement de comprendre la situation de votre entreprise et comment elle va réagir à tout ce nouvel environnement. Et enfin, on a travaillé sur la connectique. Alors, il y a des liaisons automatiques avec ACT dont a parlé Rémi, avec le système de management GES, le SMGES, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui est un appendice naturel du bilan carbone pour mettre en place un plan d'action. Mais aussi, on est connecté à partir d'extractions tout à fait évidentes et immédiates à partir du bilan carbone vers les demandes qui peuvent être celles du GHG protocole, qui peuvent être celles de l'ISO, qui peuvent être celles du bilan réglementaire. Donc on a des extractions automatiques du bilan carbone à partir des catégories, à partir des périmètres, qui vous permettent directement de faire le rapport qui remplit les demandes du GHGP, de l'ISO 14064 ou du bilan réglementaire. Donc voilà, vous êtes équipé d'un nouveau véhicule avec un moteur gonflé, précisé, un gros V8, avec une belle carrosserie et des petits boutons qui vous permettent de faire tout ce que vous voulez avec. Et puis avec la connectique des voitures modernes qui vous permet de vous connecter aux différents environnements auxquels vous avez envie de vous connecter.
Alors vous me direz, mais comment je conduis ce truc-là? C'est vrai qu'on a prévu aussi que si vous n'avez pas encore le permis de conduire du bilan carbone, on a des formations qui vous permettront de le conduire. Et puis pour ceux qui savent déjà le conduire, mais qui voudraient s'adapter à ce nouveau véhicule, parce qu'il est vraiment, je suis sûr qu'il est puissant, hein, on a aussi des formations qui vont se mettre en place avec nos amis de l'IFC pour vous aider à piloter ce nouveau véhicule. Et donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de vous mettre à ce bilan carbone qui est absolument nécessaire à mon sens pour une entreprise. J'espère vous avoir donné envie de le faire. Et puis en conclusion, puisqu'on est quand même dans un domaine environnement et que je vous ai parlé d'un gros moteur, je crois que c'est une première mondiale. On a réussi à mettre en place un nouveau véhicule avec un gros moteur, mais très très peu émetteur de carbone. Un petit point sur la montre, je vois qu'on a le temps, une dizaine de minutes pour des questions dans la salle. Donc si vous souhaitez poser votre question à nos experts ou à moi-même, je vous invite à lever la main. Alors on a une question à gauche. Bonjour, merci pour vos interventions. C'était plus une question sur la méthodologie, et vous parliez de connecter les méthodologies entre elles, et je me demandais si du coup ça intégrait aussi les dimensions RSE et ODD, si jamais. Comment vous vous connectez à ces autres méthodologies au sens large? Voilà. Quentin, vous voulez répondre ou je réponds ou... Oui, donc effectivement, dans la RSE, les émissions de CO2 ou les émissions de GES sont une des dimensions de la RSE. Donc ça se connecte automatiquement avec la RSE, ça se connecte aussi avec le CDP à partir de la demande de la RSE de faire un bilan des émissions de GES. Donc ça, vous pouvez le faire effectivement sous le format du bilan carbone. Il n'y a pas d'obligation de catégorie comme il y a pour le GHGP, comme il y a pour l'ISO 14064, les 23 catégories, etc. Donc là, sur la RSE ou sur le CDP d'ailleurs, vous avez la possibilité d'utiliser votre bilan carbone sous le format tel qu'il est prévu dans la V8, sans faire une extraction particulière. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Je vais peut-être rebondir sur les objectifs de développement durable. Je pense que sur les 17 objectifs, il doit y en avoir au moins 2 qui sont assez liés aux enjeux énergie-climat. Donc dans ce cas-là, effectivement, on peut sans doute alimenter des informations par rapport de mémoire. Je crois que c'est l'objectif numéro 11, mais à vérifier. C'est 13, pardon. Voilà. Donc du coup, les informations qui sont produites par le bilan carbone vont pouvoir alimenter les rubriques qui sont dans les objectifs de développement durable. Simplement, les échelles sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle d'objectifs de développement durable, le plus souvent, on parle d'engagements nationaux. Et après, la déclinaison, effectivement, à l'échelle d'une organisation, le plus souvent, elle fait référence à d'autres normes qui vont être, par exemple, la norme ISO 26000. Et du coup, bien sûr, on peut établir un lien et une correspondance entre ces différents référentiels, mais simplement il faut faire une cartographie en amont pour s'assurer que la méthode qu'on utilise, elle présente un certain nombre d'attentes en termes d'informations et que du coup on va pouvoir bien la connecter avec les informations à l'échelle d'une organisation. Et donc ça c'est par rapport à la dimension purement carbone, et après il y a aussi d'autres informations qui sont disponibles à travers un bilan carbone, qui vont être par exemple les consommations d'énergie, les volumes de déchets, et beaucoup d'autres informations qui sont nécessaires, et c'est vraiment remarquable parce que ça peut structurer d'une manière extrêmement efficace l'ensemble de la partie environnementale d'un reporting, donc que ce soit à l'échelle d'une organisation, mais ça peut être aussi le cas à l'échelle d'un territoire, puisque le bilan carbone dit territoire, enfin dans sa version, dans sa déclinaison territoire, eh bien il peut du coup apporter des informations plus concrètes sur les volumes de déchets, les volumes après d'achat d'équipements qui viennent pour construire le territoire, c'est-à-dire fabriquer le territoire, des routes, fabriquer du bâtiment, avoir de l'agriculture, et ainsi de suite. Donc le bilan carbone dans la version, enfin qui n'a pas beaucoup été mentionné ici, mais je le signale, le bilan carbone dans sa dimension territoriale peut aussi
instrumenter une démarche à l'échelle d'un territoire, et ça reste un outil extrêmement efficace et pas trop émissif de carbone, même s'il y a beaucoup de données à collecter. Alors, si je peux me permettre de rajouter une dimension effectivement territoriale au bilan carbone, c'est que actuellement il est dans la version V8 uniquement en français, mais je l'ai beaucoup réalisé moi à l'étranger, en version anglaise ou en version espagnole. Il existait dans les précédentes versions et il va être probablement traduit dans le futur aussi pour pouvoir le faire, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. Je crois que pour les gens qui sont dans les multinationales, c'est intéressant d'avoir un outil transverse, et j'en ai fait moi à la fois dans les pays européens, que ce soit les pays Italie, Espagne, Portugal, Angleterre, mais j'en ai même fait au Mexique, aux États-Unis, à partir de l'exercice français, où de temps en temps on a quelques mal pour les facteurs d'émission, pour les reconstituer, mais ceci dit, c'est un outil qui s'adapte mondialement, et non seulement il peut vous permettre de faire le bilan carbone d'un territoire, mais en plus d'une organisation basée sur différents territoires. Donc bonjour, alors moi j'aurais une question par rapport vous parliez par rapport à l'ISO donc qui va évoluer et qui va plus s'orienter vers les émissions significatives, donc notamment le scope 3 qu'on appelle à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on fait pour certaines entreprises qui ont des produits qui vont être où ça va être difficile de coter finalement les émissions qui sont relatives à l'utilisation de leurs produits? Est-ce qu'il y a des outils qui vont les aider à coter ces émissions du scope 3, et comment est-ce qu'ils vont réussir finalement à coter ces émissions et à les réduire? Alors, il y a sans doute, c'est vrai que c'est un vrai défi pour certaines activités. Si par exemple on prend la question du traitement de l'eau, qui peut se passer un peu en aval d'une centrale de traitement, on peut avoir des incertitudes très importantes sur les émissions de protoxyde d'azote ou d'autres gaz. Mais je pense qu'il y a deux types de réponses qui peuvent être mobilisées. La première, c'est que on peut avoir des scénarisations un peu rustique, on va dire. Par exemple, si j'utilise une voiture 10 000 km en moyenne par an, je prends l'hypothèse que un Français en moyenne, enfin il faudrait chercher les données, mais voir en moyenne un Français combien de kilomètres il parcourt en moyenne par an, et puis on peut appliquer comme ça une extrapolation sur le nombre de véhicules vendus et dire voilà, pendant la durée par exemple du garantie du véhicule, si la garantie du véhicule est de 3 ans, dire je prends en compte les émissions pendant la période de garantie. Ou, et là c'est à nouveau des conventions, je prends en compte la durée de vie du véhicule qui d'un point de vue théorique peut être de 8 ans. Et à ce moment-là, ça peut effectivement entraîner très loin les ordres d'évaluation, mais toujours est-il que ça c'est une première approche. Il y en a une deuxième qui est après aujourd'hui basée sur plutôt les enseignements de ce qui s'appelle les évaluations en cycle de vie, mais pour des produits, où là il y a quand même des analyses qui sont beaucoup plus poussées, avec des modélisations environnementales qui sont beaucoup plus fournies, qui reposent là plus sur la norme ISO 14044, et où on peut effectivement avoir des ordres de grandeur qui vont être à nouveau être la conséquence d'un certain nombre de conventions, mais qui feront, on va dire, du coup, qui seront la résultante d'un compromis à l'échelle soit d'un secteur d'activité, soit dans certains cas peut-être à l'échelle internationale. Je pense par exemple au secteur de l'aviation civile. À partir de 2020, le secteur de l'aviation civile va devoir à l'échelle mondiale rapporter ces émissions, et du coup je pense qu'il y aura un certain nombre de conventions qu'il faudra trouver, ce qui fait que il y aura sans doute un certain nombre de travaux qui ont été menés en amont pour dire voilà, un avion en moyenne c'est tant de kilomètres pendant 25 ans, ou c'est tant de kilomètres pendant une durée de garantie qui va être de 5 ans. Et je pense que ça sera la conséquence à la fois d'une modélisation et après de scénarios d'utilisation pour un avion en moyenne. Voilà, donc les deux ordres de réponse sont ceux-là. Et naturellement, dans un premier temps, il y aura des hypothèses qui feront qu'on aura des évaluations en ordre de grandeur, mais qui n'auront pas vocation forcément à être très fidèles par rapport à la réalité. Simplement, elles pourront attirer l'attention sur vraiment des enjeux qui sont considérables,
et qui nécessitent vraiment des ruptures dans les technologies pour qu'on puisse demain propulser nos modes de vie avec une légèreté qu'on n'a jamais connue dans l'histoire, sauf à remonter assez loin. Je fais juste un complément sur donc la prise en compte de ces émissions significatives. En fait, c'est aussi encore un travail sur lequel la France a un peu d'avance, puisque il existe des guides sectoriels. Donc aujourd'hui, il y a 18 guides sectoriels que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de l'ADEME, dans lequel les secteurs se sont interrogés justement sur leurs émissions significatives et la manière de les comptabiliser. Alors ça va pas être le cas dans tous les guides sectoriels. Les premiers qui ont été faits n'avaient pas forcément cette obligation-là, mais depuis l'ADEME a créé une méthode pour établir des guides sectoriels et demande en fait aux secteurs concernés de se poser la question ensemble entre tous les acteurs, de faire le constat de nos postes significatifs et de définir ensemble la meilleure méthode pour avoir des données le plus précis possible et pour agir dessus. Très bien. Donc Rémi, très court. Très court. Alors d'abord un complément sur le sujet qui vient d'être abordé. C'est ni plus ni moins que l'approche du bilan carbone de tout temps, de mettre les émissions des scope 3 au même niveau que les émissions des scope 1 et 2. Donc on a ici un savoir-faire, une expérience qui sont déjà significatifs en France. Je pense qu'on n'aura pas de mal à suivre. Et puis je voulais revenir une seconde sur ACT, puisque c'était mon boulot aujourd'hui de vous parler de ACT au milieu des bilans GES. D'abord pour dire, parce que sinon je vais me faire gronder par Mélanie, que si c'est l'association Bilan Carbone qui parle d'ACT aujourd'hui, c'est aussi parce que l'association Bilan Carbone est partenaire de la deuxième phase du projet, et prend en particulier en charge tout le volet formation des acteurs qui participeront à l'expérimentation. Voilà, et attendez-vous à ce que ACT, qui aujourd'hui fait un peu figure d'ovni dans le paysage, c'est très innovant, prenne de l'ampleur à l'avenir en France et j'espère à l'international, au moins en France parce que l'ADEME a décidé de construire un écosystème d'utilisateurs, d'experts sur le sujet, et la dernière fois que l'ADEME a fait ça, c'était avec le bilan carbone, il y a une grosse dizaine d'années. Très bien. Écoutez, merci à tous nos intervenants et merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur nos stands.